Eh bien, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette soirée Media School Nice, Campus Media School Nice, soirée où nous aurons grand plaisir à aborder les métiers de la com, les métiers du web qui sont nos spécialités, les métiers de la mode, du luxe et de la beauté aussi avec Inès. Vous êtes nombreux ce soir à nous avoir rejoints. Déjà, une bonne partie d'entre vous êtes connectés. On attend encore d'autres personnes. C'est la coutume de laisser un peu le temps au dernier de nous rejoindre. Pendant ce temps, je vais me permettre de vous expliquer un peu comment va fonctionner cette soirée. Alors, nous sommes tous sur des lieux séparés. C'est le principe du webinaire digital, de la conférence digitale. Vous êtes chez vous, nous sommes chacun chez nous. Moi, je suis sur le campus. En tant que directeur du campus, capitaine du campus, je suis sur le campus. Je vais d'ailleurs vous présenter un peu ce campus à un moment donné. Je suis accompagné de Nicolas Mérou, qui est notre journaliste favori à l'école. Il enseigne à l'école, il présente avec nous les webinaires lorsqu'ils sont plusieurs. Je vous présente Inès Duhard, qui est une influenceuse, une créatrice de mode, une fille très suivie sur les réseaux qui va vous expliquer tous les secrets de son métier, de ses métiers. J'ai envie de dire ses métiers, Inès, parce que je crois que tu en as plusieurs. Ouais. Je vous présente Naïm Redjem, mon ancien élève devenu web designer, un mauvais garçon charmant que j'adore. Voilà. Merci. Naïm aura plaisir à vous expliquer quels sont les secrets de son métier qu'il a appris au sein de notre école. Nous serons rejoints également par un YouTuber, Gilles Bellâtre, qui a pour le moment encore quelques petits soucis de connexion. Nous aurons aussi le plaisir de partager un moment avec Flora Desbrosses, mais de manière décalée, parce que Flora nous a enregistré une vidéo, je crois. Elle est coincée sur un deuxième webinar. Ce sont des gens qui sont très bookés, évidemment. Flora, on t'embrasse si tu nous vois de loin. Je suis sûr que tu as au moins un œil sur ce qui se passe ici pendant que tu fais autre chose. Voilà, vous avez en bas de votre écran, plutôt sur la droite de votre écran, vous avez une zone de chat. Cette zone de chat est hyper importante parce que nous allons vous présenter le campus, vous allez pouvoir poser vos questions sur le campus, nous allons ensuite surtout écouter les professionnels qui ont des choses à vous raconter et ces choses vont être riches et elles vont sûrement susciter un bon nombre de questions. J'ai mon équipe qui est en coulisses, qui se fera un plaisir de pousser vos questions à l'écran au moment des questions-réponses, à la demande de notre cher animateur, Nicolas Mérou. Nicolas, je te laisse un moment prendre la parole, et puis après, tu me la redonneras pour que je présente le campus, et puis je te la redonnerai ensuite. Ça te va? Ça va. Et c'est vrai que ce soir, on va vraiment essayer de vous aider, répondre à toutes vos questions, découvrir aussi, pourquoi pas, de nouveaux métiers. D'ailleurs, c'est un métier, ça, vous l'avez déjà entendu. C'est pas un métier, c'est trop facile d'écrire sur les réseaux, ça prend 5 minutes. Est-ce qu'il faut vraiment maîtriser des outils pour être performant? C'est vraiment fermé comme milieu, t'y arriveras jamais. Voilà, c'est peut-être des réflexions que vous entendez en ce moment parce que vous êtes vous aussi en pleine réflexion, en plein questionnement sur votre avenir. L'idée, c'est vraiment de vous aider ce soir et de vous présenter aussi comment à Nice, sur le campus Media School, dans les différentes écoles, nous pouvons vous aider à apprendre ces métiers, ces techniques, mais aussi à vous constituer un réseau. On verra comment c'est important, dès le début de votre cursus, de constituer un réseau, puis c'est l'occasion de découvrir des métiers. Ce qui est compliqué dans ce secteur-là, c'est qu'il y a peu de personnes en fait qui les connaissent, ces métiers. Parfois même les recruteurs ne les connaissent même pas. Donc à nous, voilà, d'être béton et d'arriver à convaincre pour arriver à exercer ces métiers. Alors Franck, c'est vrai que à Media School à Nice, ce sont plusieurs écoles dans des domaines très différents, avec même de nouvelles écoles qui ouvrent l'année prochaine. Ouais, absolument. En fait, l'idée, c'est que notre campus, on a l'habitude de le surnommer, tu le connais bien puisque tu travailles avec nous depuis longtemps, on le surnomme la maison de la profession. Et la maison de la profession, c'est un concept qu'on a inventé assez tôt lorsqu'on a ouvert ce campus il y a 5 ans. Et on l'a inventé avec les élèves et les professeurs parce qu'on s'est aperçu que cette école était véritablement peuplée de jeunes gens qui venaient apprendre les métiers de la com, du web, et aussi peupler des gens qui leur enseignaient toutes ces matières, à savoir les professionnels du secteur, tous les professionnels engagés
dans notre territoire autour de ces métiers. Donc, hashtag la maison de la profession, un lieu où tout le monde se croise et où les avenirs se construisent. Alors, ce campus Media School Nice existe depuis 5 ans dans le cadre d'un groupe que je vais avoir plaisir à vous présenter et il prépare à différentes carrières depuis post-bac jusqu'à bac+5. Donc nous préparons des bachelors et puis ensuite des spécialisations en master 1, master 2. Effectivement, le campus Media School fait partie intégrante d'un groupe de communication, je dis un groupe de communication et pas seulement un groupe de formation à la communication. Ce groupe a été fondé il y a 17 ans par Franck Papazian. Historiquement, ce groupe existait avec 2 écoles, l'école de communication, ECS, European Communication School, qui est juste au-dessus de ma tête ici. Et puis, vous aviez aussi une école de journalisme qui n'existe pas à Nice, mais qui existe à Marseille, à Strasbourg et à Paris, l'IEJ, l'Institut européen du journalisme. Et puis, il y a 7 ans, 8 ans, je crois désormais, nous avons créé Sub2Web. Sub2Web qui est l'école supérieure du digital, cette notion du digital recouvrant tout un ensemble de métiers pointus, des métiers techniques, mais aussi des métiers marketing, e-commerce, des métiers du contenu digital. Petit à petit, le groupe s'est développé en créant des écoles thématiques, des écoles sur la production audiovisuelle, sur le management du luxe. Vous pouvez voir ici, je me trompe toujours à ce jeu-là, vous pouvez voir qu'effectivement à Nice, nous avons aussi ouvert une formidable école qui s'appelle Paris School of Luxury pour accueillir les bacheliers qui se projettent dans le management, le marketing du luxe. Nous avons aussi à Paris ouvert une école spécialisée dans le sport. Nous avons ouvert sur tous les campus une école spécialisée dans le management de la transition écologique et solidaire. Voilà, pour faire court, quelles sont toutes les écoles? Et à Nice, spécifiquement, vous avez 4 écoles qui sont actives pour votre avenir. L'école de communication, l'école de web, Sub2Web, et l'école du luxe, Paris School of Luxury, campus de Nice. Nous avons dans le groupe aussi, je disais 4, j'oubliais Green Management School, bien sûr, également, qui existe à Nice. L'une des particularités de ce groupe, c'est la formation et l'information. Nous formons des jeunes et en même temps, nous informons le public et le public professionnel. Nous avons acquis dans le cadre du groupe des médias qui sont les médias totems de la profession. CB News et Stratégie, ça ne dit pas encore forcément quelque chose à tout le monde, mais je peux vous dire que dans la profession, ce sont des magazines qui pèsent, ce sont les gazettes de la profession pour voir ce qui se passe dans le domaine du digital, de la pub, de la com, et c'est véritablement nos journaux professionnels. Nous avons aussi ajouté à notre famille le Salon du Luxe qui a lieu dans quelques jours, ainsi que, en digital bien entendu, ainsi que le Journal du Luxe. Et nous avons un petit magazine digital très très frais que je vous conseille de suivre qui s'appelle Hush, qui est hyper sympa. Voilà, Media School, c'est ça. C'est un ensemble de médias et d'écoles qui embrassent la communication afin de développer le talent et surtout l'employabilité de nos jeunes, car c'est le credo de notre école, créer de l'employabilité. Naïm est là pour en parler. Il a lancé son activité de web designer et j'espère que c'est grâce à nous, Naïm. Oui, en partie, oui. En partie. Oui. Et grâce à votre talent, mon grand, c'est sûr. Voilà, qu'est-ce qui constitue le groupe? 32 écoles, 11 villes, 11 campus, près de 5500 étudiants. C'est un très très beau groupe de communication. Des élèves qui évidemment sont en relation avec plus de 2000 entreprises partenaires chaque année. On a près de 15 000 anciens étudiants qui font partie de la famille, qui accueillent nos étudiants en contrat pro, en stage, qui poussent toute l'école. Voilà, 250 collaborateurs dans le groupe, ça fait vraiment un joli groupe. Et surtout, le cœur du réacteur, c'est la qualité des enseignants. Et ces enseignants sont au nombre de 1500 au sein du groupe, car l'un des choix résolus de notre groupe de formation, c'est une école de pros qui est animée par des pros. 100% des profs sont des pros. Je vous fais faire un petit tour du campus. D'abord, pour bien vous rappeler que nous avons 4 écoles. L'école de communication, bachelor, bac+4 et 5. L'école de web, bachelor, post-bac, donc 1, 2, 3, et puis 4 et 5. Nous avons une école de management de la transition écologique et solidaire qui s'appelle Green Management School qui vous forme en année 4 et année 5. Et Paris School of Luxury sur le campus de Nice, une toute nouvelle école que nous venons d'ouvrir à Nice qui va être une formidable promo, une petite promo d'enfants gâtés, c'est comme ça que je l'appelle. Vous serez une quinzaine environ triés sur le volet. Il nous reste encore quelques places. Il faut que vous présentiez vos candidatures.
On a une jolie classe qui va être dirigée par Anne-Marie Pecorino, qui est là parmi nous ce soir dans l'audience. Et voilà, c'est une école qui ouvre à la rentrée prochaine et qui accueille des bacheliers qui ensuite iront suivre un parcours dans le management et le marketing du luxe à Paris à partir de la 3e année. Un tour de l'école, Naïm, tu la connais, c'est d'abord une cafétéria, là elle est vide, hein, pour cause de Covid évidemment, une cafette où tout le monde prend du temps pour se rencontrer, parfois pour travailler, souvent pour rigoler et pour manger. Voilà, nous sommes au 30 avenue Jean Médecin, donc au 4e étage de Nice Étoile. C'est un lieu hyper stratégique dans la ville. On est très heureux de vivre et travailler à cet endroit. On est au centre de la ville. Le tram est en bas de l'école. Le train n'est pas très loin. Vraiment, c'est une accessibilité très agréable. Cette cafette, c'est un espace de vie plutôt assez sympa. Il y a pas mal de brouhaha à l'heure de midi parce que c'est plutôt l'ambiance de l'école, la maison de la profession. Il y a quand même des moments de partage qui sont assez réguliers. Vous avez ensuite 4 salles de cours avec 4 couleurs, la verte, la jaune, la rouge et la bleue, qui sont réparties en fonction des promotions. C'est des salles de cours qui peuvent être modulables de façon à créer des grands amphithéâtres, c'est-à-dire que un grand amphithéâtre, pardon, ces salles nous permettent de faire une salle de conférence parce que parfois nous accueillons des masterclass. Nous avons 2 salles informatiques comme celle-ci, full équipée Mac, ça nous donne du beau matériel pour bien travailler, tout l'aspect création graphique, tout l'aspect digital, tout l'aspect contenu vidéo. Voilà 2 beaux outils de travail. Et le dernier outil, c'est celui du studio vidéo où on peut faire du son, de l'image, de l'intégration. Parce qu'aujourd'hui, apprendre le web, apprendre la com, c'est être capable de produire soi-même une partie des contenus et des médias. J'en ai terminé pour la présentation du campus. Juste vous rappeler une dernière chose. Si vous voulez rentrer dans nos écoles, pour cela, il faut absolument présenter votre candidature. On n'est pas sur Parcoursup et pour nous, c'est un choix parce que l'algorithme de choix pour recruter les élèves, eh ben, c'est moi. C'est pas un algorithme, c'est pas automatique. C'est véritablement un entretien avec moi ou avec Vanessa Faux ou Marie-Chantal Dost qui m'accompagnent dans cette tâche de sélectionner les étudiants. Si vous prenez contact avec nous, vous serez en premier contact avec Super Sarah, Sarah Burderon qui est notre responsable de la communication d'admission. Vous avez déjà peut-être pris contact avec elle. En tous les cas, on vous attend. La rentrée, c'est en septembre. Il est encore temps de présenter votre candidature. J'aimerais bien boucler ça en juin. C'est déjà très avancé. Il reste quelques places, vous disais-je, en Paris School of Luxury. Donc, n'hésitez pas. J'ai encore de quoi accueillir quelques étudiants en sup de web. Et puis, les Master 1, je sais que vous vous réveillez toujours plus tard. Donc, faites gaffe parce que là, on commence à avoir beaucoup de monde au portillon. Je ne voudrais pas refuser des gens. Donc, présentez-vous rapidement. Voilà, j'en ai terminé pour le mot du Dirlo. Je laisse la place aux pros. C'est à vous de prendre la parole. Je m'efface. Je vous salue tous. N'hésitez pas à poser vos questions. Soit j'y répondrai pour ce qui concerne le campus directement tout à l'heure, ou bien, je n'hésiterai pas à vous écrire si les questions n'ont pas été traitées. Sarah et moi ferons un mail pour répondre à vos questions. Merci à toi, Nico. À vous, les studios. Bye. Alors, les questions que vous les posez hein, sur le chat, vraiment, vous n'hésitez pas parce qu'on est là pour vous renseigner ce soir et pour découvrir aussi de nouveaux métiers. Elle en fait plusieurs, elle, mais vraiment, hein, c'est le symbole de ces métiers, de ce secteur. Il faut savoir faire plusieurs choses. Inès Duhard, merci d'être avec nous ce soir parce que vous êtes super occupée. Il y a encore quelques minutes, vous laissiez des vocaux à vos collaborateurs. C'est quoi justement vos métiers? Allez, donnez-nous la liste et après, on va essayer de les découvrir ensemble. Ouais, j'espère que vous avez bien 15 minutes devant vous. Salut tout le monde. Donc moi, c'est vrai que j'ai plusieurs métiers. Donc je suis issue d'un parcours com. Moi, j'ai fait des études spécialisées dans le digital. Je suis à mon compte depuis plus de 3 ans. J'ai 28 ans, j'aurai 29 ans cette année pour situer un petit peu. Donc je suis quand même jeune, je sors aussi des études. Et je suis à mon compte depuis 3 ans. En fait, je suis community manager, donc je fais de la stratégie digitale et de la formation pour à la fois des professionnels ou des particuliers. Donc, je fais des accompagnements de stratégie digitale sur le long terme. Et à côté, j'ai créé une marque de vêtements qui est vendue essentiellement du coup sur Internet, donc via le e-commerce. Donc, la marque s'appelle Eau à Nuit. Donc là, il a fallu maîtriser tout ce qui va être site web, communication, marketing, stylisme, management, tout ça. Et à côté, en fait, vu que forcément, moi, je suis issue d'un parcours com digital, on va dire que je maîtrise les réseaux sociaux. Donc, en fait, je suis assez active sur les réseaux sociaux. J'ai d'abord créé un blog qui s'appelle destinationlosangeles.fr suite à mon expatriation quelques mois à Los Angeles, en Californie. Et on va dire que la communauté des blogs s'est pas mal développée et
est surtout venue sur Instagram. Donc, c'est comme ça que maintenant, sur Instagram, j'ai une petite communauté qui me suit aussi, donc sous le nom Inès Duhart. Voilà. Alors, vous faites du marketing d'influence aussi? Vous travaillez Ouais. pour des marques? Oui, tout à fait. En fait, je fais à la fois donc du marketing d'influence pour ma propre marque. Donc, je vais faire des collaborations influenceurs quand je vais essayer de faire des démarches auprès d'influenceurs pour qu'ils fassent la promotion de ma marque sur les réseaux. Moi, je fais aussi du marketing d'influence pour mes clients. Donc, je travaille pour des clients comme par exemple pour Caroline Receveur qui a la marque de thé Wonder Tea, où on va démarcher aussi des influenceurs pour faire de la promotion. Et moi-même, en tant qu'influenceur, du coup, je suis démarchée pour faire du marketing d'influence. Donc, c'est intéressant d'avoir ces plusieurs casquettes puisque je vais du coup faire partie aussi de certaines campagnes de communication. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a plusieurs métiers quand on travaille dans ce secteur? Ce sont des opportunités? C'est parce que en fait, c'est pas des métiers et que c'est tellement simple qu'on peut faire plein de choses en même temps. Expliquez-nous. Après les métiers de la com, enfin je pense que quand on est souvent passionné par un métier de la com indirectement, il y en a plusieurs qui viennent à nous. Moi, je suis un petit peu multifonction, c'est-à-dire que je m'intéresse au web, mais à la fois à la création de contenu, à la photographie, à la rédaction web parce que du coup j'ai un blog, mais à la conception aussi de sites internet, donc au digital. Donc en fait, je pense que quand on est passionné par le monde du digital et de la com, indirectement en fait toutes les filières elles nous intéressent. J'ai déjà fait du référencement web, enfin donc alors bien sûr, je suis pas excellente dans tout. Mais en fait, je vais regarder des tutos et je vais essayer de me former. Et c'est vrai que quand on est aussi à son compte, généralement, les entreprises qui font appel à nous, elles vont aussi faire appel à une personne, donc souvent un particulier, enfin une personne à son compte plutôt qu'une agence parce que aussi une question de moyens, une question de disponibilité, de flexibilité. Et puis en fait, on a souvent multicasquettes. Donc moi, à la base, je suis community manager. On va me demander de faire du design et de faire des visuels. On va me demander de faire la rédaction web, de faire du coup du marketing d'influence. Donc en fait, on est obligé de devenir rapidement multicasquette parce que du coup, on nous l'impose aussi. Ouais, c'est ça que j'avais envie de mettre en avant et surtout de faire comprendre. C'est-à-dire que nos métiers, vos métiers, sont pas encore très connus de la part de vos clients. On sait qu'il y a un besoin. Oui, il faut nous faire un truc sur le web, mais après, de façon précise, les demandes parfois ne sont pas très efficaces. C'est pour ça qu'on est obligé d'aborder plein de métiers en un, de savoir rédiger, de savoir mettre en image, de savoir écrire court, de savoir faire de la pub. C'est ça, en fait, la particularité de ces métiers. Ouais, tout à fait. Parce que déjà, forcément, on va écrire sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, il faut être aussi bon en orthographe, en rédaction, en anglais, du coup, en humour, en style un petit peu, donc au niveau des phrases, un peu comme un journaliste au final. On va forcément s'occuper de faire des posts sur les réseaux sociaux ou des stories. Donc, il faut être aussi bon en création de contenu. Donc, ça va être à la fois du design, des applications de retouche photo ou alors des applications stylistiques comme Canva, Unfold, etc. Ou alors aussi en photo, on va au fur et à mesure investir dans un bon appareil photo, un bon téléphone. Donc, on va s'intéresser à cette partie photo. On va s'intéresser à la partie outils, programmation, statistiques. Donc, en fait, tout est indirectement lié, quoi. On va sûrement s'occuper. En fait, moi, là, j'étais chef de projet digital. Donc, j'ai fait chargé de communication globale, chef de projet digital, ensuite community manager. Donc, en tant que, par exemple, chef de projet digital, vous touchez tout ce qui est autour du digital. Donc, ça va être peut-être du référencement web, de la publicité, du AdWords, comme de la publicité sur les réseaux sociaux, du web, du blogging, du marketing d'influence. Donc, voilà. Tout est imbriqué. C'est aussi pour ça, l'intérêt de rencontrer des professionnels dans votre cursus parce que voilà, vous allez prendre de chacun et vous construire vos compétences. On va revenir sur le fait aussi d'être indépendant et de travailler tout seul et pas en agence. Et on va pouvoir aussi en parler avec Naïm qui est avec nous. Bonsoir Naïm. Bonsoir. Vous êtes graphiste, web designer. Vous travaillez vous aussi en freelance. Vous avez travaillé pour qui? Tiens, vos derniers projets, c'est pour qui? Alors, le dernier que je viens de finir aujourd'hui, c'est une marque de sous-vêtements féminins qui va se lancer, qui s'appelle Native Paris, et une coach qui lance son activité, qui va aussi lancer des t-shirts en même temps que son activité de coaching, qui s'appelle Rouler Jeune Pousse. Bon, pour comprendre votre métier, on vous demande quoi quand on vient vous voir, quand on vous envoie un mail, quand on vous contacte sur les réseaux? Un logo principalement ou un site web. C'est les deux principales demandes qui surviennent. Après, je peux souvent accompagner le client sur plus que ça. Donc la création d'une charte graphique, du logo, de la carte de visite, l'accompagnement de visuels réseaux sociaux,
Le référencement, même s'il m'arrive plus de le sous-traiter car c'est pas mon activité principale. Mais voilà. Donc, un métier de création, un métier technique, mais aussi un métier où bah, il faut embarquer le client, le faire rêver lui aussi dans un premier temps, avant de faire rêver ses prospects à lui, c'est ça? Vous aussi, vous avez plein de casquettes et plein de compétences. Oui, après les deux sont liés sur le côté graphique esthétique parce que le web design c'est vaste. Il peut avoir un côté plus technique, code, etc. C'est pas ce qui m'a attiré le plus, mais plus l'aspect visuel et design. Concernant le client, il y a un certain accompagnement à faire avec, une sorte d'éducation, car il vient avec des idées ou des fois même pas d'idées. Ils me disent j'aimerais un logo et quand je leur demande qu'est-ce qu'ils souhaiteraient avoir, ils me disent ben je sais pas, donc blanc. Donc là, je dois faire une sorte de questionnaire avec un effet d'entonnoir, ce qui fait qu'au final, le client sait ce qu'il veut. Il n'arrive pas forcément à le positionner avec des mots, mais en lui posant les bonnes questions, en prenant du temps avec lui, en lui montrant quelques exemples, au final, il se rend compte qu'il sait ce qu'il veut. Et voilà, c'est la partie la plus importante du projet, le brief, le cahier des charges, surtout quand on parle avec des clients qui n'ont pas de connaissances dans le milieu de la communication ou du graphisme. Alors, Naïm, il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent et qui se disent, ah ouais, mais moi, je suis pas créatif, parce que moi, j'entends ça souvent dans les salles de cours. Je suis pas créatif, j'ai pas trouvé mon style. Je vais pas pouvoir faire ces métiers-là parce qu'il faut créer tout le temps. La preuve, c'est que non, c'est que il faut savoir écouter, il faut savoir questionner pour pouvoir créer. Hmm. Ben, j'ai envie de dire même le mot créer, c'est pas, pour moi, c'est pas le bon terme parce qu'on crée rien, on prend des choses qui existent déjà, pour ma part en tout cas, et on les adapte avec sa grille de lecture et on en fait quelque chose entre guillemets nouveau. Donc j'appelle ça plus une réalisation qu'une création. Le côté je suis pas créatif, l'angoisse de la page blanche, je pense que ça concerne beaucoup de métiers, pas que l'écriture, mais aussi le graphisme et les métiers plus artistiques que ça même. C'est quelque chose qui nous touche tous. Donc pour la création d'un logo, d'un site ou tout ce qui est design visuel, 80% du temps de l'activité, ça va être de la recherche. Ça va être de l'inspiration, ça va être aller sur Dribbble, Behance, Pinterest, regarder même le portfolio des autres graphistes. Vraiment une inspiration constante et variée. C'est ça qui va nous permettre, ou du moins pour ma part, d'amener un projet, d'amener la réalisation d'un projet. Donc, c'est pas un problème hein, si vous n'êtes pas créatif parce que déjà vous Non. l'êtes. Et puis en fait, il faut apprendre à chercher, savoir où aller chercher, découvrir, connaître les bons supports. Et c'est aussi ce que l'on vous apprend avec toute la communauté Media School. Naïm et Flora, du coup, sur l'aspect travailler en freelance, travailler en indépendant, c'est quelque chose voilà d'évident. Ça a été évident pour vous. C'est ce que vous vouliez dès le départ. Inès, je Yes. laisse répondre en premier ou... T'as dit Yes. Flora, Ah t'as oui, dit. pardon. Oui, c'est trompé. Du coup, je me suis pas sentie concernée. Inès, Flora, elle n'est pas avec nous, on va la voir dans un Bah instant. ouais, je me suis dit, ok, il y a Flora qui va arriver, genre, tadam! Ouais, bah alors en fait, moi, comment j'ai su que j'étais faite pour être un jour à mon compte? Déjà, j'ai écrit pas mal d'articles là-dessus sur mon blog, si ça vous intéresse, entre parenthèses, sur l'entrepreneuriat, la création d'une entreprise, etc. Et j'ai écrit justement un article sur comment on sait qu'on est fait pour être un jour indépendant. Parce que franchement, moi, quand je le vois autour de moi, j'entends tellement de potes ou de jeunes, même des stagiaires que je peux avoir, qui me disent ah j'aimerais trop me mettre un jour à mon compte, mais je leur dis écoute pour l'instant je pense que t'es pas prêt. Déjà je pense que c'est hyper important avant de faire ses marques dans des entreprises. Moi je suis jeune, d'accord, j'ai 28 ans, je me suis lancée il y a quand même 3 ans, mais grâce à mes alternances, à mes stages et tout ça, bah, c'est hyper important de rencontrer en fait différentes entreprises pour se dire bah, qu'est-ce que je vais instaurer moi comme management ou alors comme du coup organisation de travail. Et en fait, bah, quand vous commencez à voir que vous êtes fait déjà pour vraiment travailler seul chez vous, pour ne pas avoir d'horaire parce que clairement, enfin moi je bosse 7 sur 7, 24 heures sur 24. Moi hier j'avais un call, j'avais une réunion à 22 heures avec l'une de mes clientes. Donc quand vous êtes prêt entre guillemets à abandonner votre petite routine qui peuvent être très cool quand on va à la salle de sport à 18 heures et que après on voit ses potes et que tout va bien et qu'on a un week-end et qu'on a des jours fériés, voilà, il faut être du coup assez flexible. Je pense qu'il faut être assez organisé, c'est-à-dire que moi, la base, c'est une organisation de travail très poussée avec des rappels, avec un agenda, avec des classements de mails, avec du drive, mais parce que au final, vous êtes vous-même obligé parce que vous êtes tout seul, donc vous pouvez compter sur personne. Apprendre à travailler aussi un peu seul.
Et donc voilà, donc je pense que c'est comme ça, je trouve qu'on sait aussi si on est fait pour bosser. Enfin, moi aussi, quand j'étais en agence, quand j'étais en entreprise, je suis passée en agence de com, je suis passée chez des annonceurs. Genre, entre midi et deux, j'étais obligée de travailler sur mes projets. Entre midi et deux, je regardais des tutos pour créer des sites web. Je me mettais à créer un site web. Je me mettais à recréer un compte Pinterest, à refaire des trucs. Oh, tiens, si je crée un compte Insta juste pour rigoler avec des trucs comme ça. Enfin, en fait, ça ne s'arrête jamais. Je me réveille à 4 heures du matin parce que j'ai une idée. Donc, je pense que quand vous êtes un peu foufou et que vous êtes un peu créatif et que votre cerveau ne se pose jamais, c'est que vous êtes aussi un peu fait pour l'entrepreneuriat, quoi. C'est ça, le cerveau était bouillonnant, Naïm. C'est pour ça que vous êtes mis à votre compte. Non, moi c'était pour l'aspect liberté en fait. Je suis rentré à Media School en alternance. J'ai fait 2 ans en agence, j'ai une agence de yachting en tant que graphiste. Et à la fin, je ressentais le besoin de liberté en fait. Le 9h-17h tous les jours, cette routine. euh, ouais, vraiment, c'est l'effet de routine en fait qui m'a, qui m'a mis à bout, qui m'a dit faut que je change. Surtout quand on travaille en agence, alors pas forcément en agence de com, dans une entreprise. Mm. Il y a une routine qui s'installe dans les tâches. Et quand on travaille dans un milieu créatif, refaire tout le temps la même chose, rester sur la même charte graphique, le même type de visuel, ça devient un petit peu lassant. Du coup, en plus de la liberté, c'est la diversité de réalisation qui m'a vraiment intéressé. Le fait de toucher à différents projets, à différents clients. Voilà, voilà, c'est ce qui m'a principalement ce qui m'a principalement motivé à me mettre en freelance. Ça fait Voilà. maintenant 3 ans, je crois. Ouais. Après, d'un côté, si je me permets de rebondir, c'est clair que, enfin, moi, par exemple, mes potes, ils s'imaginent que je suis freelance, mais que je peux faire la grasse mat à 11 heures et que je vais pouvoir bosser à minuit. Donc après, je pense que ça dépend des différents métiers. Par exemple, je pense que toi, Naïm, en vrai, tu peux te permettre de bosser sur une créa à 22, tu vois, t'es inspiré Oui. à 22 heures, tu te chauffes à faire un truc. Moi, c'est impossible. Moi, je m'occupe de faire des réseaux sociaux. Donc, en fait, si à 9 heures du matin, je suis quand même pas réveillée avec un petit café, moi, je me fais, enfin, je commence à avoir, à être inondée de boîtes mail. Je commence à avoir des calls qui sont programmés parce qu'au final, je vais faire partie d'une équipe quand même de communication. Ouais. Je vais faire partie des réunions, des brainstorming. Je vais avoir des to-do list. Par exemple, j'ai des stories à faire. Genre, il y a une promo, bah, c'est sûr, faut pas que je la mette à 22 heures le soir, quoi. Va falloir que je le mette le matin. Donc, personnellement, par exemple, je peux pas aller à la salle de sport genre à 15 heures ou alors me lever à 11 heures, quoi. Genre, moi, je suis obligée d'avoir quand même un peu un planning horaire assez cohérent pour continuer, quoi. T'es dans la Et publication, c'est pour ça que tu dois tenir Voilà. des règles, oui, c'est sûr. Mm. oui, parce que tout n'est pas automatique et c'est pas parce qu'on travaille avec un ordinateur qui fait tout seul, quoi. Il faut aussi c'est bien souvent malheureusement l'image que peuvent avoir ces métiers. Il y a des parents aussi certainement qui sont avec nous qui se disent ouais mais attends indépendant c'est pas possible quoi. C'est tu vas sauter dans le vide, tu vas pas gagner ta vie. Racontez-nous la réalité. Les débuts sont difficiles. C'est le réseau d'avant qui a fait que vous avez eu des clients. C'est comment la vie d'indépendant, de jeune indépendant dans ce secteur-là de la com, du web? Vas-y, Bah, Naïm. merci. Alors oui, parce que tout n'est pas forcément tout rose, hein. C'est pas parce qu'on est indépendant qu'on peut faire une grasse matinée, que forcément les clients tombent du ciel et que voilà, tout n'est pas Voilà. forcément rose. Donc pour le début, on va parler de l'aspect financier, un petit peu technique quand même. En France, on a un certain avantage qui est que au travail qu'on a pu avoir, on peut avoir enfin, pardon, grâce aux cotisations Pôle emploi, on peut toucher le chômage en même temps tout en étant freelance, grâce à un procédé qui s'appelle l'ARE. Donc ça nous permet de combler le chiffre d'affaires. Si par exemple on a 1000 euros de chômage et qu'on fait 500 euros de chiffre d'affaires, Pôle emploi nous verse la différence. Donc ça, il faut en parler parce que c'est quelque chose qui peut nous pousser à se lancer en freelance. Parmi les freins, les principaux freins sont financiers. On va pas se mentir, c'est le frein principal. Après, les clients, il y a le réseau. Voilà, les entreprises avec qui on a bossé précédemment. Et ensuite, le bouche à oreille. Moi, personnellement, j'utilise mon Instagram personnel. Quand je fais une créa, je la mets en story. Souvent, ce qui fait que ça rentre dans la tête de mes contacts que je suis graphiste. Quand ils ont besoin d'un graphiste ou un site, ils passent par moi. Donc, le réseau, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça prend du temps. À la première année, même les premières années, on ne va pas se mentir. Tout dépend des activités, tout dépend du réseau qu'on a. Mais voilà, il ne faut pas abandonner. Après, personnellement, je pense que les réseaux sociaux, c'est ce qu'il y a de mieux. Le bouche à oreille, les publicités payantes également. Donc voilà, voilà pour ma part. Inès, c'est votre Oui. vie d'indépendant? Ouais, bah alors moi, c'est
pour le coup, c'est horrible ce que je veux dire, mais pour moi, ça a été très, très rose. En fait, moi, depuis que j'ai 16 ans, mon père, il me traîne dans des clubs business et des after-work professionnels. Genre, je me souviens, il me marque la tête, genre, fais-toi des cartes de visite, alors en marquant juste que t'es étudiante. Donc, je me souviens, genre, j'avais 17 ans, j'arrivais dans des conférences et des after-work, tout le monde en costume et tout, et j'étais là, bonjour. Donc, voilà. Et en fait, j'ai commencé, comme dit Naïm, à bosser à mort mon réseau, mais depuis que j'ai 16 ans, entre guillemets. Donc, j'ai cherché, par exemple, ma première alternance quand j'étais en licence, et en master, j'ai même pas cherché une alternance, par exemple, parce que j'étais déjà hyper présente dans les réseaux et sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y avait une entreprise, c'était Carnet de Vol à l'époque. Bon, maintenant, ils ont fait faillite. Et Carnet de Vol était venu me chercher carrément à l'école en me disant ouais, je sais que tu recherches une alternance et on aimerait vraiment qu'en gros, ce que tu fais pour tes blogs et tes réseaux sociaux, tu les fasses pour nous. Après, je suis passée en agence de communication, et en fait, quand j'étais en agence de com, en CDI, pépère, tranquille, pour le coup, je m'éclatais dans mon job parce que il y avait de la variété, de la diversité, je m'ennuyais jamais. Et en fait, tous les jours, j'avais des messages de personnes et d'entreprises. Ouais, pourquoi tu te mets pas à ton compte? Moi, j'aimerais beaucoup bosser avec toi. Donc, au bout d'un moment, ça a fait tilt. J'ai dit, bon, je pense que c'est le moment. Donc, en fait, moi, ce que j'avais fait, ce que je recommande à tout le monde, c'est de pourquoi pas commencer à signer en fait des contrats et de ne pas partir et de se mettre à son compte tant qu'on n'a rien. Bon, ça c'est mon petit conseil. Je pense que ça sera peut-être différent. Moi, j'ai quand même fait le choix de quitter un CDI, donc je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Est-ce que je quitte une sécurité financière, un CDI pour me mettre à mon compte? Et en fait, quand j'ai vu que j'avais genre énormément de demandes, que tout le monde me sollicitait, j'ai fait signer concrètement des devis. Et en fait, je me suis lancée, j'ai ouvert genre mon statut auto-entrepreneur une fois que j'avais des devis signés et des accompagnements. Et en fait, depuis, le bouche à oreille, ça va très très vite. Comme disait Naïm, on connaît un bon dentiste, on va le recommander. C'est la même chose en fait en tant que professionnel, mais ça s'entretient. Genre, faut pas se reposer sur ses lauriers. Et au final, c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, par exemple, un jour d'être mise en relation avec Caroline Receveur. Certes, la nana a 4 millions de followers, donc c'est clair que ça aide. Mais par exemple, Caroline Receveur est très fière de mon travail. Et elle m'a recommandé déjà à 10 personnes, 10 entreprises avec des très gros trucs. Donc, en fait, je cherche jamais du travail et je vais à un point où je refuse même des clients. Donc, j'ai déjà changé de statut. Moi, je suis plus en statut auto-entrepreneur. Je suis maintenant en société. Et le but n'était pas non plus d'ouvrir une agence de com. Donc, je vais pas prendre 10 salariés. Mais d'ailleurs, je recherche des stagiaires si on n'a pas ici. mais du coup, voilà. Donc, moi, pour le coup, ça a été très, très rose. Et financièrement, en fait, j'ai jamais eu de mois compliqués. Mais encore une fois, je pense que en tant que community manager, on va signer des contrats sur le long terme. Donc, c'est ça où c'est important. Moi, je vais signer des accompagnements en stratégie digitale minimum pour 3 mois. Parce qu'en un mois, je vais pas pouvoir faire prendre 10 000 followers à la marque et avoir un changement de dingue au niveau de la direction artistique et de la stratégie digitale. Donc, il faut minimum 3 mois pour voir un changement. Donc, au final, je vais signer des accompagnements sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, en fait, limite, je signe avec 3 clients pendant 1 an. Je suis tranquille. Je refuse après. J'ai plus de place. Tandis que c'est vrai que, par exemple, j'ai un pote qui est à son compte, mais en tant que photographe, c'est clair que lui, c'est compliqué. Il sait pas de quoi le mois prochain sera fait. Donc, ça dépend des prestations. Voilà, ça dépend des prestats, quoi. Alors, c'est vrai qu'on a parlé du réseau. C'est important aussi, du coup, d'être dans une école où on rencontre des professionnels parce que le réseau, et Flora, non, je vais vous appeler Flora, mais Naïm le disait, et Flora, et non, et Inès. Inès. Voilà, c'est marqué là en plus. Et Inès le disait, dès 16 ans, elle a créé son réseau. Donc ça, c'est important et c'est vraiment l'intérêt de contacter, d'échanger avec des professionnels. Et alors les agences, on a Franck qui bouillonne parce qu'effectivement on parle des indépendants, mais le début de votre carrière, vous le faites grâce à des agences. Franck, tu voulais intervenir à ce sujet parce que là aussi, c'est un vrai tremplin. Et pour le campus Media School, on travaille beaucoup effectivement avec des partenaires, des professionnels qui accueillent les élèves. Mais oui, mais j'adore entendre Naïm et Inès nous parler de la liberté qu'ils ont, liberté chérie, qu'ils ont gagnée. Non, mais c'est formidable, Inès, te cache pas les yeux, parce qu'en fait, vous êtes tellement typique et représentatif. Quelques années nous séparent tous les trois, d'accord? Et vous êtes hyper représentatif de votre génération. C'est-à-dire que moi, les étudiants que je forme, que nous formons à la Maison de la Profession depuis désormais 5 ans, je vois une statistique être vivante chaque jour dans cette école. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de lutte entre les projets professionnels. Et on a 49% de la jeunesse aujourd'hui qui déclare vouloir être entrepreneur. Et là, on a l'exemple marquant de jeunes gens qui, à un moment donné, ont passé quelques temps dans une agence de com ou chez un annonceur et on dit, ouais, c'est bon, j'ai appris le métier, j'ai soif de liberté, je peux être moi-même une entreprise. En fait, ce qui crée aujourd'hui une espèce de rupture et de fossé
je dirais, culturel au sein de cette génération, c'est le camp des gens qui veulent faire une jolie carrière chez l'annonceur et l'entreprise ou en agence, et je vais en parler dans un instant, ou ceux qui sont indépendants comme nos jeunes gens qui sont là. Et je trouve ça extrêmement génial, parce que lorsque moi j'avais 28 ans comme Inès ou Naïm, il n'y avait pas photo, tu n'étais pas indépendant, tu n'étais pas freelance, parce que sinon c'était la gamelle assurée et tu mangeais pas à la fin du mois. Donc il fallait trouver un job. Alors, dans cette école, effectivement, on essaye aussi de déclencher ce tempérament d'entrepreneur pour être ou bien graphiste indépendant, ou bien community manager, ou bien business developer en montant une start-up. Pierre-Jean Le Thorey pourrait être parmi nous aujourd'hui. Il est en train de lancer Includers, qui est une agence semi-indépendante, qui travaille l'inclusion des personnes handicapées. C'est des choses formidables. Donc en fait, vous pouvez être des entrepreneurs à compte propre ou monter des boîtes, mais vous pouvez aussi rejoindre des boîtes. Et dans cette école, c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que vous apprenez le métier en étant, à partir de la 3e, 4e, 5e année, vous êtes intégré dans des entreprises. On dit chez l'annonceur, c'est-à-dire pour les entreprises qui créent les marques, qui poussent les produits. Donc vous êtes chef de produit, vous êtes responsable communication chez l'annonceur, ou bien vous êtes en agence de com et là vous travaillez pour plusieurs marques. Et c'est des métiers passionnants. Moi j'en ai fait 25 ans. Voilà, j'ai été intégré dans des agences, j'ai monté mon agence, j'ai eu des équipes et j'ai travaillé avec des jeunes comme Naïm et Inès qui un jour ont foutu le camp en disant salut, je vais devenir indépendant. Mais c'est la loi du marché, je trouve ça très drôle. C'est-à-dire que quand ils sont heureux, quand ils se sentent compétents, les ailes leur poussent et ils disent tu sais quoi, on va continuer à travailler ensemble mais je serai dehors. Voilà, c'était juste ça que je voulais rattraper. Merci Franck. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dès que vous rentrez à l'école, et c'est ce qu'écrit Anne-Marie Pecorino qui va vous accueillir dans la nouvelle école autour des métiers du luxe et du secteur du luxe, dès que vous rentrez dans l'école, vous êtes un professionnel. Donc, dès le départ, il faut entretenir ce réseau. Je vous propose de découvrir un autre professionnel, une professionnelle, c'est Flora Desbrosses. J'arrête pas d'en parler, donc il faut quand même qu'on la voit, qu'on la découvre. Elle est consultante en stratégie de com, réseaux sociaux, et elle intervient aussi régulièrement sur le campus Media School à Nice. Bonsoir Flora. Elle est là. On sait qu'elle est là, on a vu la vidéo, on la lance la vidéo et on découvre le métier de Flora, et continuez à poser vos questions hein, parce qu'on va y répondre, que ce soit Franck, si ce sont des questions au sujet de l'école ou nos différents professionnels qui sont là ce soir avec nous. Alors, on va peut-être, vous me direz quand c'est bon, quand c'est possible. Je voulais qu'on parle des outils parce que j'ai vu qu'il y avait des questions qui traînaient. Est-ce que c'est ça qui fait la différence de maîtriser tous les outils, d'être à l'affût aussi des nouveaux outils pour être agile, pour répondre aux demandes, pour être innovant, pour sortir du lot? Inès? Ah bah clairement. Moi, j'ai travaillé avec je ne sais combien de personnes dans le digital, que ce soit des stagiaires, des alternants ou mes collègues, etc. Et en fait, ce qui faisait la valeur ajoutée d'une personne, c'est à la fois sa créativité, donc ok, la facilité à rebondir en fait sur des stratégies digitales pour des clients qui vont être différents, mais la facilité aussi de rester en veille sur les nouveaux outils et programmes qui vont sortir. Donc vous avez plein de sites internet, donc au niveau créa, il y a Naïm, je pense qu'il va en parler, qu'on a dit tout à l'heure, et même au niveau digital, donc ça va être s'informer sur des sites comme Le Siècle Digital, le blog du modérateur, Presse Citron, tout ce genre de choses. Mais après, ça va être aussi savoir utiliser en fait les outils, parce que généralement, moi, je le vois combien il y a de personnes qui vont me dire ah génial, je fais faire des stories sur Unfold, mais qui vont m'utiliser la version gratuite et qui vont tourner autour de 3 trucs, alors qu'en fait, une fois qu'on pousse un peu le truc, voilà. Et puis donc c'est hyper important en fait, c'est de à la fois être à jour, être en veille de tous les derniers outils, de les réseaux sociaux. Tous les jours, il y a une nouvelle fonctionnalité. Donc de savoir en avance ce qui va sortir aussi, et c'est ça qui fait qu'on reste un bon professionnel et du coup un bon community manager par exemple. Naïm? Alors moi c'est plus technique, c'est plus en termes de logiciel. Par exemple pour la suite Adobe, il y en a un entre guillemets nouveau qui vient de sortir, même s'il date de un peu plus de 2 ans. 2 ans je dirais, c'est XD, c'est Adobe XD qui permet de faire du maquettage de sites web et maintenant de le faire en interactif.
C'est comme si donc il y a du code à l'intérieur qui permet de faire des animations et de présenter au client un rendu de site. Après, c'est simplement une maquette, pardon, mais qui est complètement interactive. Donc voilà, moi c'est plus au niveau technique qu'il y a une veille à faire. Alors, j'ai envie de dire, du coup, pas la peine d'aller à l'école parce que s'il faut être en veille tout le temps, qu'est-ce qui fait la différence dans la formation que vous avez reçue tous les deux? Est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, que vous avez découvert en exerçant que vous auriez aimé apprendre dans une école avant? Votre formation, elle a permis quoi? Elle a réalisé quoi dans votre parcours? Bah déjà le réseau, enfin moi en vrai je trouve que c'est ça, enfin avec Naïm on a commencé en vrai c'est grâce à ça. On commence le réseau, on se l'est fait à l'intérieur dans l'école et puis après c'est vrai que l'école honnêtement, enfin on va dire que quand on arrive à l'école on ne connaît pas déjà les organisations de travail, on ne connaît pas peut-être des méthodes, même ça peut être de la facturation, ça peut être du juridique, ça peut être de la comptabilité, enfin et en fait toutes ces choses-là bah, c'est très important de les voir avant aussi de un jour voilà peut-être se mettre à son compte. Donc en fait quand on est à l'école on apprend aussi bah enfin des choses concrètes comme bah, toutes les matières qu'on va pouvoir avoir. On va faire le réseau professionnel, on va apprendre la polyvalence, le travail d'équipe. Enfin du coup c'est hyper intéressant. On a bossé sur des projets pro, on a fait nos premières expériences professionnelles grâce à l'école. Hein. Et Naïm, vous, qu'est-ce qui, à l'école, enfin, vous vous êtes dit, bah, tiens, ouais, ça, je l'ai appris à l'école, ou je l'ai vu à l'école, ou je l'ai travaillé à l'école, et ça me sert aujourd'hui. Si j'étais allé comme ça tout seul, parce que c'est facile, on peut tout apprendre tout seul, ça n'aurait pas été pareil. Non, moi quand je suis arrivé à l'école, j'étais un petit peu perdu au niveau professionnel. Je voulais travailler dans la com, dans le digital, mais j'étais pas capable de mettre un nom exact sur l'intitulé de mon activité. Je voulais faire plein de choses, mais je savais pas vers quoi me tourner exactement. J'avais essayé le community management, le référencement, mais ça me plaisait pas énormément. Ça a été pour moi une porte d'entrée dans le web et dans la communication. Et donc en arrivant en M1, j'ai touché en fait à tout, parce que c'est un secteur, c'est un cursus très varié, où on apprend un peu de tout. Et je dirais que c'est à nous, c'est à l'élève ensuite, quand il a une fibre dans une matière, de pousser lui-même et d'aller se renseigner sur YouTube, de chercher des tutos, sur des blogs, d'apprendre. C'est-à-dire l'école va apporter, je dirais, le pied à l'étrier en fait. C'est à l'élève d'aller chercher lui-même. Et donc il y avait pas mal de matières qui étaient pas. Je savais que voilà, j'en ferais pas mon cœur de métier. Mais au niveau du web design, c'est là que c'est dans un cours avec, je me rappelle plus du prénom, c'était Guillerminet, le nom de famille. C'était un cours de digital design. Et c'est là que j'ai découvert le maquettage de sites en fait. Faire des maquettes de sites. Pour moi, le web, c'était uniquement WordPress ou du code. Et là, j'ai découvert qu'on pouvait simplement designer. Et c'est là que, voilà, pour moi, ça m'a ouvert une porte, en plus du graphisme. Après, du coup, je me suis intéressé à Adobe XD, etc., au web design, puis à WordPress. Donc, de mon côté, j'ai fait mes recherches et ça m'a énormément appris. Donc, voilà, j'aurais jamais pensé avant d'arriver à Subway, de me dire qu'un jour, ben, je serais payé pour faire des sites web, quoi. Et en sachant oui, Inès. Ouais, excuse-moi, je rebondis juste, par exemple, pour montrer l'importance, entre guillemets, de quand même passer, enfin voilà, par des études et le cursus. Par exemple, moi, j'avais fait un BTS, bon, à la base, un BTS événementiel qui n'existe plus. Un BTS événementiel, ça fait trop vieux quand on dit ça. Un BTS événementiel, et en gros, moi, j'avais bossé en tant que wedding planner pendant 1 an et demi. Genre, j'étais trop impatiente de bosser, j'étais trop excitée. Et en fait, dans l'entreprise, la nana, la chef, me dit, voilà, j'aimerais bien que tu prennes en main les réseaux sociaux et le blog. Et là, donc, je commence à regarder des tutos le soir, après mes journées de travail. Donc je sens que ça m'intéresse, mais je sens que je vais pas pouvoir tout apprendre en fait sur Internet. Et c'est comme ça qu'après j'ai décidé de reprendre mes études. Et c'est là où du coup c'est intéressant. Après j'ai fait une licence et un master de com spécialisé en digital. Et en fait c'est en étant aussi un peu en mode professionnel que je me suis dit ok ça me plaît. Je sais que je peux avoir des trucs sur Internet, mais d'un côté, il me faut aussi un cadre de travail avec des vrais professionnels qui vont m'apprendre des choses. Et puis, s'il y a des choses que je veux aussi avoir en complément, bah, libre à moi, comme dit Naïm, de approfondir le truc et de rechercher. Donc, en fait, j'ai repris les études carrément dans ça pour faire licence et master. Et après, j'ai dit, OK, ça, je veux l'approfondir. Ça, c'est cool. Et il y avait des matières que c'était comme une illumination. Genre, OK, ça, c'est vraiment trop cool. C'est vraiment ce que je veux faire plus tard, quoi. C'est Ouais. exactement ça, ouais, ce que tu viens de dire. Puis C'est ça. Hein. il y a deux réseaux. Il y a les profs qui sont des pros qui peuvent nous conseiller, mais réellement même en dehors des cours, Ah sur une ouais. question vraiment technique, qui sont vraiment à l'écoute pour nous conseiller. Et il y a aussi, donc ça c'est vertical, mais au niveau horizontal, des élèves qui eux aussi deviennent pros et puis qui font partie du réseau après, avec qui on peut continuer à travailler. On continue de travailler avec eux, ils peuvent nous aider, nous conseiller.
personnellement, j'ai deux, trois élèves de ma promo et qui je suis souvent en contact et on travaille des fois ensemble. Donc vraiment, c'est un gros plus. Mais moi, j'ai plein de clients qui proviennent de l'école, en gros. Donc, Voilà. Mais l'idée, c'est d'être concret, en fait, parce que effectivement, il y a plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir dans votre cœur de métier. Il y a aussi plein de choses à maîtriser des choses que les vieux vont vous transmettre, parce que voilà, trouver son style, avoir confiance aussi en soi. On travaille tout ça, on explique tout ça. Inès, tu as parlé aussi du monde de l'entreprise. Et le monde de l'entreprise, voilà, là aussi, être dans une école de pro, c'est dire, non, on n'est pas à l'école. On réagit comme des pros, on réfléchit comme des pros, on fait du feedback aussi ensemble comme des pros, on s'observe comme des pros. C'est tout l'intérêt aussi des différents cursus que l'on vous propose. Je l'ai vu apparaître, ça veut dire que c'est prêt. On va enfin pouvoir découvrir les activités de Flora. Bonsoir Flora. Ça fait plus très naturel maintenant. Bonsoir tout le monde. J'aurais tant voulu être parmi vous ce soir, mais malgré la technologie, le don d'ubiquité n'existe pas encore. Je suis sur un autre événement ce soir. Donc c'est avec une vidéo enregistrée que je vais m'exprimer devant vous pour expliquer un petit peu voilà, mon métier, comment j'en suis venue à être prof à Media School, intervenante. Donc écoutez, c'est parti. Je suis consultante et formatrice en stratégie social média. C'est-à-dire que mon quotidien, c'est aller en entreprise pour former des collaborateurs ou des chefs d'entreprise à utiliser les médias sociaux pour trois principales missions. La première, ça va être donc de faire du community management comme vous le connaissez déjà sûrement, à savoir animer la page Facebook, le compte Instagram, la chaîne YouTube ou la page LinkedIn de l'entreprise. Donc là, ça s'adressera généralement à la direction de la communication. Puis, nous allons avoir une deuxième cible dans l'entreprise qui vont être notamment donc, les RH, donc le service des ressources humaines. Donc là, ici, je vais leur apprendre à utiliser les médias sociaux pour recruter et pour dynamiser l'image de la marque employeur de l'entreprise. Et enfin, mon troisième public, ce sont les commerciaux. L'idée ici est de leur apprendre à utiliser les réseaux sociaux pour mener une stratégie de social selling, c'est-à-dire utiliser de façon efficace, en priorité LinkedIn et Twitter, pour prospecter et dynamiser leur visibilité d'experts pour bien entendu décrocher des rendez-vous de prospection. Voilà, donc ça ce sont mes principales missions au niveau de mon métier. Ma formation, c'est un DUT technique de commercialisation, puis 3 ans à l'IAE de Nice avec un Master 2 en communication organisationnelle. Alors à l'époque, il n'existait pas encore d'établissement comme Media School à Nice, donc pour me spécialiser tout de suite dans la com digitale. Mais ce sont bien sûr mes stages qui m'ont permis d'orienter ma carrière assez vite, puisqu'en Master 1, Master 2, j'avais donc fait 2 stages en agence de communication digitale, orientés bien sûr stratégie social média. En dehors du boulot, je fais plein d'autres choses parce que vous l'apprendrez à Media School. Le boulot aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais également la com au sens large, c'est le réseau. Développer à fond son réseau, donc ça veut dire participer très régulièrement à des événements de networking, c'est-à-dire donc des événements où on se retrouve entre professionnels pour échanger sur des thématiques communes ou au contraire complètement différentes de celles qu'on peut croiser au quotidien, mais ô combien complémentaires pour performer au quotidien et puis apprendre plein de choses, s'enrichir des expériences des personnes que l'on rencontre. Alors donc pour ça, j'ai rejoint plusieurs associations, notamment l'UPE06, ou encore Azure Procom. Donc vous avez la présidente qui est là ce soir, Marie-Chantal Dost. Je suis également membre des femmes chefs d'entreprise délégation Nice Côte d'Azur, formidable réseau de femmes entrepreneurs. J'ai monté également mon association il y a 3 ans avec Caroline Queneau. L'objectif est de proposer à nos membres et à nos non-membres d'ailleurs tous les mois un atelier pour apprendre à maîtriser les réseaux sociaux. Donc si ça vous intéresse, vous tapez #atelier admin ou association admin et vous nous trouverez assez facilement. Et enfin, le dernier bébé pour moi en termes d'association, c'est bien entendu le lancement du club d'entrepreneurs,
le club Wilson. Voilà, donc tout ça, ça fait aussi mon quotidien. Et surtout, eh bien, c'est ce côté pluridisciplinaire qui fait que je m'épanouis au quotidien. Bien sûr. Alors, donc, je suis prof intervenante à Media School depuis l'ouverture du campus de Nice, donc sur les 2 écoles, SUBDEWEB et le CS. Alors, pourquoi j'ai rejoint l'aventure tout de suite? Eh bien, tout simplement parce que j'ai senti à quel point l'énergie, la bienveillance et le professionnalisme allaient être au rendez-vous. Quand j'ai rencontré Franck Kerfourne, le directeur, et Marie-Chantal Dost, on peut dire que ça a matché tout de suite. Et donc depuis, j'interviens à hauteur donc d'une 60aine d'heures, je pense, auprès des 2 écoles sur les cours d'univers digital, donc pour apprendre toutes les astuces du marketing digital, donc pour être un bon marketeur demain. Donc par exemple, comment on crée et on monte de toutes pièces une stratégie d'inbound marketing. Donc pour ça, on pourra le découvrir ensemble. Dans des termes plus simples, c'est décider, en fonction de notre cible commerciale, quel axe de communication on va définir à travers des outils techniques comme le référencement naturel, les newsletters et bien sûr les réseaux sociaux. Si tu veux mettre ton dynamisme à destination de la communication et de la valorisation d'une entreprise, d'un événement, d'une marque, d'un produit, d'une personnalité publique, et surtout que tu es prêt à te surpasser et à faire de belles rencontres, aussi bien au niveau des professeurs que des étudiants, eh bien, je suis sûre que cette école est faite pour toi. J'espère te rencontrer en septembre sur le campus de Media School Nice. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire. Voici mon email qui s'affiche en bas. Et sinon, sur tous les réseaux sociaux que tu connais, sauf TikTok, dois encore m'y mettre. À bientôt. Bon, on attend la danse sur TikTok pour l'année prochaine. Merci Flora. Alors oui, on répond à vos questions. On est tous là pour vous rassurer, pour vous donner envie, pour vous faire découvrir peut-être quelque chose. Donc, vous avez été très nombreux à poser des questions. N'hésitez pas. Si vous venez de nous rejoindre, on est avec Inès Duhart, qui est Community Manager. Enfin, elle fait plein de boulot. Ça prend un quart d'heure de donner la liste. Elle a aussi créé une ligne de vêtements. Elle assure des stratégies marketing. Elle fait vraiment plein de choses. Donc, je crois que la première question est d'ailleurs pour vous, Inès, blogueuse aussi. Donc, vous avez entendu Flora à l'instant. Et puis, Naïm Redjem, qui est aussi avec nous. Lui, il est graphiste, web designer. Il travaille en freelance et il est diplômé de l'école SUBDEWEB. Inès, première question pour vous. Quels sont vos outils pour réaliser vos photos, notamment sur Insta? Quels sont les outils dans lesquels vous avez investi? Alors, déjà, un bon téléphone. Parce que au début, j'ai commencé à être community manager avec un iPhone 6S et puis je l'ai vite regretté. Même si on prend, je sais pas, moi j'ai pris un 8 Plus par exemple, mais bon, un bon téléphone. En gros, il y a eu un moment où j'avais même 3 téléphones tellement j'avais de clients parce que sur Instagram, vous pouvez avoir que 5 comptes maximum. Donc, un bon téléphone. Après, j'ai vite investi dans un réflexe, un appareil photo. Donc, moi, j'ai pris un Canon, un D8000, je crois, D800. Faut que je regarde. Un Canon, un réflexe, un trépied également. J'ai investi aussi dans des fonds de couleurs pour pouvoir faire en fait des photos de packaging. Là, par exemple, j'ai tous mes produits Wonderty à côté, donc je vais mettre des fonds. Vous pouvez aller voir du coup un peu le type de photos que je réalise d'ailleurs sur le compte Instagram de Wonderty. Et après, vous avez tous des outils beaucoup plus techniques, donc des applications. Donc par exemple, vous pouvez utiliser Buffer, qui est une des premières applications de programmation qui coûte la première version, c'est 10 € par mois, donc c'est assez basique et très très bien pour débuter. Vous avez, comme je disais, des applications pour réaliser des jolies stories un peu stylisées sur Instagram. Donc vous avez Canva qui est gratuit, mais vous avez une version payante, bien sûr. Vous avez Unfold qui est gratuit, mais après, vous pouvez payer en fonction, bien sûr, pour avoir plus de templates. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Vous avez aussi un site qui s'appelle Creative Market, où vous pouvez avoir à la fois des templates pour des stories et à la fois, en fait, pour faire un petit peu des flyers, des petites invitations, des visuels. Donc ça, c'est très important. Je regarde un petit peu en même temps. Je pense que c'est déjà la base. Lightroom, évidemment.
tout ce qui va être logiciel un petit peu de retouche et de design, comme je pense va le dire Naïm. Mais en fait, j'utilise pas mal de choses gratuites, hein, tout ce qui va être prévisualisation de feed pour Instagram, ça va être, on voit pas, Preview. Ouais. Voilà. Ouais. Preview, par exemple, l'application Preview, mais c'est gratuit. InShot, I-N-C Shot, InShot, InShot pour réaliser des vidéos. Donc là, vous pouvez faire des IGTV dessus, etc. C'est gratuit. Donc voilà, vous avez pas mal de choses gratuites. Snapseed également. Donc voilà. J'ai été assez complète là. Ouais, on a bien répondu. Franck Kerfourne est aussi avec nous. Il peut répondre à vos questions sur les différentes écoles, les spécialisations, les inscriptions, les cursus pour le campus Media School à Nice. On a plein de questions, donc on y répond. Audrey, qui toujours pose une question pour Inès. Quels sont vos outils pour réaliser vos photos? Ben non, ça c'est la même question. Non, ça c'est là, il y en a une autre qui est à l'écran. Tu la vois pas? Inès, comment tu gères? Allez-y, parce que je la vois pas. Ah, Inès, comment tu gères tes différentes casquettes, influenceuse CM et chef d'entreprise avec OMI, beaucoup d'organisation? Alors, je dors pas beaucoup. Je viens de prendre un Doliprane juste avant de commencer. Alors, non, en fait, beaucoup d'organisation, c'est hyper important. Déjà, de un, mon conseil, c'est de sauvegarder le maximum de documents en ligne parce que moi, ça m'est arrivé un jour de perdre mon disque dur. Ça m'est arrivé que mon ordi s'allume pas. Donc ça, moi, en tout cas, je trouve ça à la base. Donc, sauvegarder énormément de documents en ligne, iCloud, Google Drive et tout ça. De classer vos emails, pour moi c'est la base, mais en fait apparemment pas pour tout le monde. Donc de classer vos emails par rapport à vos différents clients, mais aussi par client. Moi du coup j'ai des libellés par client. Je vais avoir la catégorie facture, la catégorie brainstorming, réunion, réseaux sociaux. Donc voilà, classer vos emails. Je travaille évidemment beaucoup avec Google Agenda, la base, et puis avec tout ce qui va être des rappels. C'est-à-dire que je sais que je dois poster par exemple pour un certain client le mardi et le vendredi. Bah voilà, tous les mardis et les vendredis j'ai un rappel. Donc en fait c'est beaucoup d'organisation. C'est un peu bête, mais c'est la base. Donc voilà, en fait, beaucoup d'organisation, c'est des outils comme ça. Et ça aussi, on apprend, on découvre les outils à l'école et on cherche et on échange ensemble à l'école là-dessus. Naïm, vous, si vous deviez répondre à cette question, comment vous gérez vos multiples casquettes, vos multiples tâches? Ah, Naïm, t'as pas le micro. Ouais. Yes. C'est bon. Voilà, c'est bon, désolé. Je disais, moi, mes tâches, ma activité, elle est complémentaire. Donc, du graphisme au web design, c'est quelque chose qui se suit, c'est quelque chose d'assez fluide pour moi. Après, au niveau de l'organisation du travail, contrairement à Inès, je suis quelqu'un d'extrêmement désordonné. Je crois qu'il y a uniquement vis-à-vis de l'URSSAF. Il vaut mieux. Voilà. Ouais. T'as intérêt, hein. La partie URSSAF facturation, je suis très organisé. Sinon, je fonctionne vraiment à ma manière, au feeling, mais c'est ma façon de fonctionner. Voilà. Donc, même je crois que non, il y a le bureau de mon écran qui est assez clean. Et sinon, voilà, je suis assez désordonné, mais c'est ma manière de fonctionner. Et voilà. D'autres questions, poser des questions aux pros, mais aussi à Franck Kerfourne. Inès, non. Si. Comment gérer plusieurs casquettes? Parce que non, c'est la plupart des clients. Moi, j'ai envie de vous demander comment on gère, comment à la fois on fait de la promo pour une marque, comment après on gère sa marque à soi, comment on fait pas un mélange des genres, parce que c'est aussi ce qu'on reproche parfois aux influenceurs. De pas faire, c'est-à-dire de pas faire plusieurs communications en même temps. De personal branding ou? Ouais, voilà. Enfin, quand tu fais la promo d'une marque, comment à un moment, t'es à la limite de la pub un peu excessive. Comment tu essaies de placer ça partout. Enfin, comment on se discipline par rapport à ça? En tant qu'influenceur, du coup. Ouais. Ça après, en fait, ça dépend. Il y a des influenceurs, eux, c'est aussi leur métier, ils font que ça, donc techniquement, ils ont besoin d'argent pour vivre, donc ils vont peut-être avoir tendance à accepter entre guillemets tout et n'importe quoi. Après, ou alors ça c'est une question de personnalité, ou alors on peut partir directement dans une direction où on refuse systématiquement ce qui nous convient pas, et comme ça, on fait très attention à sa propre ligne directrice et ligne artistique. Et puis moi, j'ai la chance, par exemple, que ce n'est pas du tout mon métier, en fait, premier, d'être influenceur. Je dois passer 1% de ma semaine là-dessus. Donc, c'est très complémentaire. J'accepte les propositions de collaboration de marques qui me correspondent. D'accord. D'autres questions? Alors, je les vois pas a priori où j'ai un ouais, c'est bizarre. Allez-y. Il y en avait une qui était... sur les clients. Ouais. La plupart des clients,
viennent vous contacter sur les réseaux sociaux ou c'est plus du bouche à oreille? Eh bien, allez-y. Vas-y, Naïm. Moi, personnellement, c'est 50-50 en fait. Vu que je communique, je montre quasiment tout mon travail sur les réseaux sociaux, principalement Instagram et LinkedIn, avec une éditoriale différente évidemment. Ensuite, le bouche à oreille, ça reste le meilleur moyen de communication parce que c'est quelqu'un pour qui on a travaillé, qui est satisfait de nous, qui nous recommande. Donc, 50% du travail est déjà fait, on va dire. Donc, moi, c'est du 50-50 pour ma part. Bah, c'est pour ça que je recommande toujours, moi, quand je bosse avec des gens, de ne jamais se fâcher en affaires. C'est vrai. Et en fait, on dit toujours d'ailleurs que votre stagiaire peut un jour devenir votre boss. Et au final, on parle beaucoup de, enfin, à l'école, c'est pareil. Moi, j'ai beaucoup de clients en fait que j'ai eu entre guillemets grâce à l'école parce que bah, c'est des anciens élèves, comme disait Naïm, qui au final maintenant sont des professionnels. Ça va être des profs qui sont au final professionnels, qui ont eux-mêmes leur entreprise et qui vont peut-être penser à nous derrière, à côté, en dehors du contexte de l'école ou plus tard quand vous êtes devenu professionnel. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours faire du très bon travail, se donner à fond entre guillemets pour ce qu'on fait, pour avoir derrière des bonnes recommandations et que le bouche à oreille il fonctionne. Moi, combien de fois j'ai vu aussi des personnes, des freelances qui ont mis fin à des contrats un peu de façon pas très conventionnelle, on va dire. Donc c'est vrai que il faut toujours se mordre un petit peu la langue, faire attention à ce qu'on fait, à notre image qu'on dégage aussi sur les réseaux sociaux. En tant qu'étudiant, moi, les premiers conseils qu'on m'a donnés à l'école, c'était par contre les photos où tu tires la langue comme ça, genre en boîte avec ta bouteille de vodka, évidemment, tu vas oublier. Maintenant, si tu veux bosser dans la com, bon, je le faisais pas, hein, mais ouais, je le dis quand même. Mais genre, en fait, si tu veux bosser dans la com, forcément, ton image, bah, à partir de maintenant, elle est publique, entre guillemets. Tu deviens un peu une personnalité publique parce que bah, tu vas bosser dans la com, les relations publiques, les relations presse ou les réseaux sociaux, le digital, le web. Donc, du coup, il faut que les clients puissent te trouver et les entreprises aussi. Donc, tout ça, c'est des conseils qu'on a à l'école. Donc, bouche à oreille à mort. Et ce bouche à oreille, il fonctionne que grâce à tout ça aussi. Et à l'école aussi, Franck, on parle de ça, on aborde ces questions-là, la posture, la façon de s'exprimer, tout ça, ça fait partie des enseignements parce qu'ils sont importants et qu'effectivement, bon, on l'a dit, on le répète, mais le réseau, on le crée dès le départ et l'image que l'on renvoie dans nos métiers est importante. Oui, alors moi, c'est ce que j'appelle la coolitude du métier. La coolitude du métier, c'est quelque chose qui se mérite en fait. Moi, je vois là deux superbes exemples. Vous voyez, cette soirée, elle est super fluide, elle est super cool. Mais en fait, vous êtes tous les trois de super pros. Vous avez préparé votre boulot pour discuter ce soir. C'est parfaitement orchestré, même s'il y a un imprévu sur la vidéo, bum bum, vous rebondissez. Voilà, c'est-à-dire que la coolitude du métier, c'est une attitude dont on peut profiter, surtout lorsqu'on est extrêmement organisé ou dans un bordel organisé à la Naïm, parce que moi je vois comment il travaille et c'est une esthétique de présenter un certain bordel organisé, mais ouais, c'est ça, c'est une esthétique, tu vois, Inès, tu vois à peu près ce que je veux dire. C'est de l'art. C'est abstrait. Ouais. C'est abstrait, sauf qu'en fait, il le dit, il vit ça très très bien. En fait, là, dans cette école, on apprend le management de projet, on apprend à s'organiser, on apprend à être aussi dans le way of life de la profession, c'est-à-dire qu'on a quand même un métier fait de création, fait de relations, fait de plaisir de travailler ensemble. On est quand même sur un super métier hyper exaltant. Inès nous dit qu'elle fait des horaires de dingue, c'est pareil pour moi. Tout le monde travaille beaucoup dans ce métier. Et alors, parce que c'est un métier qui engage beaucoup de notre temps, eh bien, la moindre des choses, c'est qu'on le fasse de manière un peu flex et un peu cool. On est très bosseur. Moi, j'ai souvent une image que je propose d'adopter qui est celle du canard. Le canard, il est super cool en surface, mais dessous, il pédale hyper vite. C'est ça un communicant. C'est quelqu'un qui est zen en surface, mais derrière, c'est des super cuisses pour pédaler très très vite. Voilà. Et c'est de l'organisation, c'est beaucoup de boulot. Moi, quand Inès prend son téléphone pour nous dire, voilà, j'utilise ça, voilà, c'est tout, quoi. Elle a 3 téléphones, elle n'en a pas qu'un. Naïm, il fait le oui, moi c'est facile. En fait, je suis sûr que c'est un mec hyper organisé quand même, parce qu'il doit livrer à temps, sinon il n'a pas un client le lendemain. Et je voudrais juste dire un truc. Un indépendant, il y a quelques années, quand il crachait un boulot, quand il s'en allait d'un contrat de manière un peu hasardeuse, comme le disait Inès tout à l'heure, après il changeait de ville. Aujourd'hui, tu changes pas de ville, tu changes même plus de pays parce que tu as ton réseau qui te traque et si tu as salopé le boulot, bah, tu reviendras jamais sur le boulot, d'accord? Tu changes de métier, tout simplement. Donc en fait, il faut être super cool, mais super pro. Et on est super cool quand on est super pro.
Et si vous n'êtes pas cool ou pas totalement, et si vous n'êtes pas pro, et ça on peut pas vous en vouloir, bah justement toutes ces méthodes, tout ce feedback, on va l'apprendre et en discuter ensemble. On va aussi apprendre à s'exprimer, à trouver les bons mots. On fait pas de l'orthographe, on n'est plus à l'école primaire, mais ça aussi c'est important et c'est ce que l'on vous propose à l'école. Je crois qu'il y a une autre question qui arrive, c'est sur le réseau justement. Est-ce que vous avez des conseils précis pour développer votre réseau? Alors Inès, vous nous l'avez dit, dès 16 ans, vous êtes allé dans les rendez-vous de pros en fait. Vous êtes allé où il y avait les pros. Et en fait, pour moi, comment développer son réseau, ça rejoint aussi la question. J'ai vu qu'il y a une question de youth, comment trouver son premier stage, parce que souvent un peu d'expérience, pardon, est demandé. Et en fait, pour moi, la chose en fait, c'est que le point commun, c'est qu'il faut sortir aussi des fois du cadre des études pour essayer de faire des choses qui vont valoriser à la fois votre CV et du coup votre personne entre guillemets, votre réseau pro, c'est-à-dire que en tant que community manager, vous pouvez faire genre vous occuper des comptes par exemple de la boulangerie du coin ou de votre pote qui essaie de lancer sa marque. Et en fait, vous n'êtes pas obligé d'être dans un cadre avec un stage, avec voilà une alternance. Moi, j'ai fait énormément de choses en termes de bénévolat et c'est un peu comme le karma, hein, c'est-à-dire qu'un jour on nous le rendra. Et donc c'est la même chose que ce soit pour développer le réseau pro, que ce soit pour trouver du coup un premier stage alors qu'on n'a pas encore d'expérience. J'ai envie de dire que l'expérience faut se la créer et le réseau pro faut se le créer. Donc à la fois vous avez donc plusieurs after-work professionnel sur la Côte d'Azur. Il n'y a pas que à Paris que tout se passe. Donc, vous pouvez aller, comme le disait Flora, dans pas mal d'after-work. Il y a Azure Procom avec le So Nice Suite. Vous avez du coup Admin, la conférence Admin dont parlait Flora. Vous avez aussi le You Can Tweet. Enfin, voilà, vous avez plein de choses comme ça. J'en avais d'ailleurs parlé sur mon blog également. Mais à la fois, c'est aussi par votre différence et votre valeur ajoutée que vous allez en fait permettre à ces personnes-là d'avoir confiance en vous. Donc de nos jours, partir 3 ans, 1 an en Australie pour apprendre l'anglais, c'est plus du tout une valeur ajoutée, quoi. Genre il y a tout le monde qui le fait. Mais par contre, s'occuper en bénévole du compte d'une boutique à Cannes qu'on connaît et qu'on aime bien, là ouais, par contre, vous aurez une nouvelle expérience professionnelle. Dans l'école, là, dans le public, il y a énormément de gens qui sont hyper actifs en mode réseau. J'ai vu Fabrice Lamiro, j'ai vu Arnaud Bacheleur, qui sont des intervenants de notre école et qui sont des gens très très actifs en réseau. Et souvent qui enseignent cela à nos étudiants. Naïm, votre méthode, vous? Moi, c'est ce que j'avais cité plus tôt. Après, Inès, elle a plus ou moins tout dit, surtout lorsqu'elle a parlé des after-work. Mais il y a quelque chose à pas oublier, c'est les expériences professionnelles passées, là où on a fait des stages, là où on a déjà travaillé, peu importe, que ce soit en alternance ou en CDI, CDD, ou même si ça n'avait aucun rapport avec la communication. C'est des personnes qu'on peut garder dans le contact, à qui on peut rappeler qu'on est devenu freelance dans tel ou tel secteur, pour qui, du coup, on pourrait travailler, à qui on pourrait proposer nos services et qui eux-mêmes, du coup, pourraient partager nos compétences. Et par exemple, moi, j'ai été vendeuse, genre j'ai fait plein de jobs étudiants comme on en a tous fait. Donc j'ai bossé à Manouche, à la boutique à Cannes ou à Billabong en surf shop. Mais en fait, je me contentais pas entre guillemets de faire juste mon taf de conseillère de vente. Bon alors parce que j'aime ça et que c'est ma passion, donc je suis née entre guillemets avec la passion de la com aussi. Mais dès que j'étais vendeuse, mais je disais ouais, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Ça vous dirait pas qu'on fasse ça? Et donc en fait, je poussais ça. Et donc même si techniquement sur mon CV il y a écrit genre vendeuse Billabong, au final je me vendais toute seule parce que je disais ouais mais j'ai pas fait que ça, j'ai fait un peu de stratégie digitale. À l'époque j'essayais de booster les réseaux sociaux. Donc voilà, faut se la créer en fait l'expérience. Et c'est vrai que pour les expériences passées, par exemple, j'avais fait mon BTS dans une agence de distribution de dépliants en tant que commercial. Donc dans une autre vie, j'étais en BTS et je suis resté en très bon contact avec eux, même après être parti et avoir continué mes études. Et quand j'aurais dit que j'étais en freelance, ils m'ont recontacté pour la réalisation de dépliants de leurs clients, pour la réalisation de leur catalogue produits de leur nouvelle année. Donc voilà, il faut vraiment garder toutes les pistes professionnelles ouvertes, quoi. Ouais, il faut savoir donner, même donner un peu, beaucoup de son temps. À un moment de dire, non, là, voilà, tout travail mérite salaire. On sait que dans le domaine aussi, et vous êtes peut-être confronté à ça, c'est-à-dire que les tâches, les fiches de poste sont énormes parce qu'on pense que vous pouvez tout faire parce que la com c'est facile, on claque dans les doigts et voilà, ça prend pas de temps. Donc il faut être vigilant à ça, mais il faut aussi savoir effectivement créer son expérience. Et créer son expérience, c'est pas juste un CDD ou le premier CDI. C'est tout ce qu'on a fait et vous l'avez
très justement raconté et ça rassure aussi parce qu'on critique vachement votre génération qui dit tout de suite moi je veux tout mais je donne rien. On a la preuve que non et on a la preuve que non tous les jours à l'école. Franck, est-ce qu'on peut donner des infos parce que là je vois Moi, plein j'ai de une question personnes. avant de Ouais, donner les infos. ouais. Je voudrais lancer une page promo pour la marque d'Inès parce que Génération qui fait rien, n'importe quoi. Inès, elle a lancé une marque. Inès, auto-promo, vas-y, on t'écoute. Ah ouais, Ah vas-y, bah go. oui, Ma marque, elle s'appelle Eau à Nuit. Donc après, sur les réseaux, sur le compte Instagram, c'est Eau à Nuit-du-bas shop. Et puis Eau à Nuit sur tous les autres réseaux sociaux, Pinterest, Twitter, Facebook. Et puis voilà. Donc c'est du tie and dye. Donc là, j'ai un petit chouchou tie and dye, par exemple, style Californie, skate, surf, good vibes. Donc voilà un petit peu. Et j'ai la nouvelle collection qui arrive bientôt avec une collection de maillots de bain stylés en tie and dye pour cet été bientôt. cool. Et Ouais. je vois que Arnaud n'aura pas manqué d'inscrire au Anui Shop dans le truc. Et puis, on n'oubliera pas de communiquer là-dessus. Naïm, c'est quoi ta page? Comment est-ce qu'on t'invite? Comment est-ce qu'on vient prendre du boulot chez toi? Il faut que tout ça soit Alors, su. j'ai mon site, mon portfolio, donc avec mon nom, prénom, naimregem.com, tout Ouais, simplement. ouais. Je présente aussi mon travail sur LinkedIn occasionnellement, donc Naim Regem toujours. Et j'ai une page Instagram où je réalise des illustrations qui s'appelle Red Design, donc underscore Red Design. Cool. Ok, Voilà. pareil, on va balancer tout ça sur la mailing list. Oui, Nicolas. Ouais, et puisqu'on est dans la promo, dans l'explication, c'est à vous, Franck. Alors, c'est à moi. Alors, moi, donc, je voudrais juste conclure cette soirée sur cette idée. On voit grâce à vous, chers intervenants, combien ce métier est un métier de passion. Pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel et qui doit être absolument compris. J'espère que ça a été le cas. On a beaucoup évoqué cette espèce de lutte entre j'ai envie d'être libre ou alors je vais apprendre parmi des organisations, que ce soit des annonceurs, des agences ou des médias. Voilà, évidemment, Media School, c'est hashtag la maison de la profession. On accueille tout type de projet professionnel. On est là pour former. Quelque chose a été dit tout à l'heure qui m'a beaucoup touché par Naïm et aussi par Inès, c'est-à-dire qu'à un moment donné, leur école leur a servi à quoi? Leur a servi à apprendre, à faire du réseau, à comprendre comment ça marche, à déclencher un truc. Je dis souvent que dans notre école, on a la chance d'avoir un nombre incalculable d'intervenants. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, j'ai eu trois mecs qui m'ont marqué dans tout mon parcours, et je parle de longtemps, d'accord? Il y a trois profs qui m'ont touché, les autres, je ne sais même plus leur nom, leur prénom, voire j'ai encore des doutes sur ce qu'ils m'ont appris. Et compte tenu de ça, moi j'ai toujours rêvé que dans notre école, eh bien, on dépasse ce chiffre de 3 qui a été le mien pour que au moins j'en ai 3 ou 4 par rang qui m'ont touché. Naïm tout à l'heure nous a parlé de Damien. Damien, Damien, voilà, j'ai oublié et le voilà, prénom. Damien, il Damien a Guerminet. déclenché un truc. Il Ouais. a déclenché un truc chez toi et c'est formidable. Oui, Et Inès. alors, Damien, alors parce que du coup, j'ai pas cité quand tu as dit Guillerminé. Damien, il a bossé dans l'agence de com dans laquelle moi j'étais en alternance il y a Exactement. quelques années. Le Laquelle? monde réseau est trop petit. Mhm. Exactement. Et le réseau, c'est ça. Il y a des Il est types grave cool. comme Arnaud Boisdallon, Bastien Vergoni, Fabrice Lamiero, Anne-Marie Pecorino, Marie-Chantal Dost. Voilà des gens qui, au sein. Nicolas Mérou qui apprend à nos étudiants à écrire, à s'exprimer, à être fluide lorsqu'ils présentent quelque chose. Voilà des pros qui forment des jeunes pros. Et c'est tout ce que j'avais envie de dire. Si vous voulez rejoindre cette grande famille qui est hashtag la maison de la profession, Media School à Nice avec Sud de Web, ECS, Paris School of Luxury ou Green Management School, il suffit de faire un truc, c'est de nous trouver sur les réseaux, de nous trouver sur le web, de nous écrire. Vous nous avez désormais en boîte mail, c'est parti, les admissions, c'est tous les mercredis, tous les vendredis. Il n'y a plus qu'à, je vous attends. Et merci à tous de ces explications. Merci à tous les deux parce que voilà, vous avez été cash, sincères et je suis sûr que vous avez rendu service à plein de personnes qui nous ont suivis ce soir. Donc on se dit rendez-vous du coup à l'année prochaine en cours, enfin dans la grande maison de la profession parce que ça se passe autrement qu'à l'école et on est très heureux de transmettre cette passion de la communication. Merci à tous les deux et bon boulot parce que la journée n'est pas terminée, on est d'accord, hein. Non, j'ai des stories à faire encore pour Wonder Tea. J'ai un logo à modifier. Et ben Ok, voilà, ça marche, c'est ça la vraie vie de la communication. c'est Merci ça. Franck. Allez, bye bye, salut et Salut tout merci le en monde. régie. En régie, Merci à on tous. avait évidemment des gens super sympas derrière, Mm. Laurent Daniel ou bien notre chère Sarah, Wonder Sarah.
Marie-Chantal qui était dans le chat, Anne-Marie Pecorino qui était là. Merci beaucoup Nicolas, merci Naïm, merci Inès, merci Flora, à qui je n'ai pas manqué de faire un petit message pour lui dire combien cette vidéo était inspirante. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Et c'était très chouette cette soirée Media School, hashtag la maison de la profession. Merci. On fait ça quand vous voulez. Salut. Allez. Au revoir. Salut.